Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier journal de la semaine. Nous sommes le vendredi 8 avril et voici les titres. 6 ans après la tempête Xynthia, la Faute-sur-Mer se reconstruit grâce notamment au tourisme. Les hôtels, gîtes et autres campings ont encore de beaux jours devant eux et Bruno Nez compte bien là-dessus. Il vient de racheter le camping des Violettes situé en bord de mer. Le conseil municipal des jeunes de Saint-Hilaire-de-Riez a découvert le Sénat ce jeudi. Ils étaient accueillis au sein de cette institution par la sénatrice vendéenne Annick Billon. Un grand moment pour ces jeunes très impressionnés par la solennité des lieux. Enfin, nous reviendrons sur cet élan de générosité départementale pour Fabien. De nombreuses associations, entreprises et particuliers se mobilisent pour aider ce jeune père de famille atteint d'une leucémie. Ses proches ont lancé en début d'année un appel aux dons pour lui permettre de financer un voyage curatif aux États-Unis. Mais avant de développer tous ces titres, nouveau point dans l'affaire Xynthia, l'avocat général a décidé de ne pas se pourvoir en cassation, ce qui signifie que le volet pénal de cette affaire est refermé. René Maratier est définitivement condamné à 2 ans de prison avec sursis, une décision qui provoque évidemment une certaine déception du côté des parties civiles. Il y a un tel écart entre ce qui avait été demandé par l'avocat général et puis le résultat au final qu'on peut se poser des questions sur tout ce qui a été fait avant et puis tout ce qui a été dit avant. Ça fait 6 ans qu'on entend dire des choses avec les enquêtes, avec les procureurs, les juges d'instruction, les différents magistrats, etc. Et puis derrière, au final, on s'aperçoit que tout ça n'est rien, puisqu'on est face à d'un coup de crayon et c'est très difficile à entendre. En revanche, le volet civil reste quant à lui ouvert puisque, comme nous vous l'indiquions ce jeudi, les 115 parties civiles défendues par maître Corinne Lepage ont décidé de se pourvoir en cassation. En effet, la Cour a estimé que les fautes commises par René Maratier étaient liées à ses fonctions de maire et non pas à des décisions personnelles. Les dommages et intérêts à payer aux victimes, environ 20 millions d'euros, pourraient être à la charge de la commune, ce que dénoncent les parties civiles. Et près de 6 ans après la tempête, la vie suit son cours à la Faute-sur-Mer. Les souvenirs ne s'effaceront jamais, mais il faut continuer à dynamiser cette station balnéaire. Avec les vacances de Pâques, les touristes commencent à investir les hôtels, gîtes et autres campings. C'est le cas notamment de celui des Violettes. Il vient juste d'être racheté et son nouveau dirigeant, Bruno Nez, en est tombé amoureux. Il a conscience des risques éventuels de submersion, mais il a décidé de se lancer dans l'aventure. Pierre Dalicieux. Bruno n'a pas vécu Xynthia, mais quand il a visité pour la première fois ce camping en bord de lagune à la Faute-sur-Mer, il a fallu qu'il mesure tous les risques avant de signer. Même si avec une vue pareille, il était difficile de passer à côté. J'ai vu cette affaire par hasard où je suis tombé sous le charme de la vue. Donc voilà, après différentes visites à la municipalité et au département pour voir si Xynthia n'était pas trop gênant pour la reprise d'un commerce, il s'avère que non, il y a une digue qui a été faite qui protégera parfaitement le camping et la Faute-sur-Mer, donc je me suis lancé. Depuis février, Bruno est l'heureux propriétaire de ce camping familial d'une centaine d'emplacements. Pour lui, la saison commence à peine. Et le premier objectif est de se présenter aux habitués. On fera un petit pot samedi. J'ai acheté ce camping il y a un peu plus d'1 mois et demi. Et pendant 1 mois et demi, j'ai eu le camping pour moi seul. Et là, les résidents arrivant au fur et à mesure, j'ai l'impression que je partage le bébé. C'est bien, très intéressant, mais ça y est, il ne m'appartient plus et il nous appartient et nous vivons tous. Nous sommes un grand village. Si le nouveau propriétaire doit se familiariser avec ses clients, dont le plus ancien vient passer ses vacances ici depuis 40 ans, il doit aussi le faire avec ses employés. Car lors de l'achat, Bruno avait une envie, conserver les 3 salariés à l'année, plus les 5 saisonniers l'été. Bonjour Laetitia, ça va? Bonjour, ça va et vous? J'ai vu tout le monde travailler, ça m'a plu. Ouais. Et j'ai souhaité que tout le monde reste. J'ai souhaité, et donc c'est ce qui s'est fait. Puis ça se passe très bien, on est en train de... On s'apprivoise les uns les autres, mais ils auront peut-être aussi des griefs contre moi, on verra. Et qui dit reprise d'une affaire dit aussi parfois investissement. En plus du Wi-Fi, de travaux de peinture réalisés cette année, Bruno a déjà prévu 150 000 € de travaux l'année prochaine. L'objectif, proposer une offre plus haut de gamme à ses clients. À la fermeture, nous refaisons une 2e piscine qui sera couverte et chauffée, avec un 2e bassin qui va être situé par là. On va doubler la surface aquatique.
Ce qui nous permettra de gagner en terrasse pour le bar, restaurant, donc les lieux de vie vont aussi être aménagés. C'est parti pour une première saison. Bruno est plutôt détendu à l'idée d'affronter le grand rush de l'été, surtout qu'il ne cesse de le répéter, il est très bien entouré. Après les nombreuses manifestations des agriculteurs qui ont agité le pays en ce début d'année, les négociations continuent avec les différents transformateurs. Plusieurs chartes ont été signées et des solutions commencent à émerger. La FDSEA réunissait ce vendredi tous les acteurs du secteur pour dresser le bilan de ces dernières avancées. Dans l'ensemble, les représentants syndicaux se disent satisfaits, mais insistent sur le fait qu'il reste encore beaucoup à faire. C'est continuer à mettre de la pression. On a dit qu'on allait voir d'autres opérateurs qu'on n'est pas encore allé voir personnellement, sur l'origine des produits, sur la constitution du prix aussi, sur la vente d'une image de la qualité française, où derrière, avec l'ensemble des restaurants qu'on a en Vendée, mais surtout sur la côte cet été, il peut être très intéressant de se dire on consomme du local dans nos restaurants, et ça aussi, ça peut être intéressant pour promouvoir l'agriculture, mais surtout les produits que l'on fait en Vendée. Après les agriculteurs, venons-en aux chefs d'entreprise, puisque ce vendredi, près de 200 d'entre eux étaient réunis pour un grand conseil d'administration en Vendée. Ils font tous partie de l'association Néopolia, qui rassemble des industriels de la région des Pays de la Loire. Leur but, se rassembler pour conquérir de nouveaux marchés et être plus compétitifs. On a des marchés nouveaux qui commencent à émerger, type l'éolien en mer, devant nos côtes vendéennes, et on s'aperçoit que individuellement, chaque entreprise ne peut répondre aux appels d'offres, aux différents appels d'offres. Une des entreprises évoquait ce matin le fait que seul on peut répondre, mais ensemble on va beaucoup plus loin dans la réponse et souvent on gagne collectivement. Donc c'est quand même très très intéressant. L'idée, c'est de toute façon de trouver tous les moyens qui permettront de développer du business, et l'intérêt du développement du business pour nous, c'est surtout de maintenir l'ancrage sur le territoire et de développer les compétences et l'emploi. Vous l'avez peut-être remarqué en empruntant l'A83 sur la portion entre Saint-Hermine et Niort. Une nouvelle clôture encadre cette partie d'autoroute. Il s'agit d'un corridor écologique mis en place pour protéger la faune et la flore sauvage des voies rapides. Ce dispositif innovant est une grande première dans l'Ouest et s'inscrit dans le cadre d'un plan de relance autoroutier validé par la Commission européenne. Grégoire de Châtillon nous explique l'intérêt de ces corridors. Si vous avez récemment emprunté l'autoroute A83 entre Saint-Hermine et Niort, vous vous êtes sûrement vu passer de 130 à 90 km à l'heure sur une petite portion, car on y installe des corridors écologiques. Les chevreuils, lapins, sangliers, fouines et autres grenouilles vont alors y trouver des conditions favorables sur une cinquantaine de kilomètres. La caractéristique de l'autoroute A83, c'est qu'elle est entourée de parcelles qui sont en majorité exploitées et finalement qui n'offrent que peu de refuge aux animaux. Et le fait de libérer nos espaces verts pour les animaux, ça va permettre pour eux de se reposer, de se reproduire dans ces espaces. Les anciennes clôtures en retrait de l'autoroute seront préservées. L'idée, c'est de venir poser de nouvelles clôtures plus près de l'autoroute et d'ouvrir nos anciennes clôtures pour permettre aux animaux de pénétrer à l'intérieur de ces espaces verts. Ce projet s'inscrit dans le plan de relance autoroutier, qui est un vaste programme qui comprend plusieurs aménagements pour la biodiversité, dont font partie les corridors écologiques. Et c'est vrai qu'il y a une vraie volonté maintenant de la part des sociétés concessionnaires de réintégrer les autoroutes d'un point de vue environnemental, qu'elles s'insèrent mieux dans l'environnement. L'équipe qui maintenant depuis 2 semaines pose les clôtures avance à un rythme soutenu. Je vais me mettre le mot tout charbon. Pour nous, au mois de juillet, ça doit être terminé. Voilà, c'est aussi des engagements vis-à-vis d'ASF, puisque après on a la période estivale et ils ont besoin d'avoir leur autoroute sans balisage. Sur son réseau ouest, Vinci Autoroute prévoit alors l'installation d'une centaine de kilomètres de corridors écologiques dans le cadre du plan de relance autoroutier. Et puisque l'on parle d'autoroute, rappelons que ce vendredi marque le départ en vacances des écoliers de la zone A. Bison Futé prévoit donc une journée orange ce samedi dans le sens des départs au niveau national, mais également dans l'ouest. Il est donc recommandé d'éviter de prendre la route entre 10h et 17h.
Les vacances scolaires, justement, avec pour certains jeunes de notre zone un programme pour le moins original. Ce jeudi, une vingtaine de conseillers municipaux des jeunes de Saint-Hilaire-de-Riez a fait le déplacement jusqu'à Paris pour visiter le Sénat. Ils ont été accueillis par la sénatrice vendéenne Annick Billon qui leur a expliqué son rôle, mais également l'importance de cette ancienne institution. Les yeux émerveillés par la solennité des lieux, ils se sont laissés guider, accompagnés par notre journaliste Samuel Grasset. Ils ont emporté avec eux leur écharpe d'élus. Ces conseillers municipaux jeunes de Saint-Hilaire-de-Riez découvrent aujourd'hui le palais du Luxembourg, les ors de la République. C'est le plus beau. Des jeunes âgés de 10 à 12 ans, impressionnés aussi par le protocole du Sénat. On a tous vu à la télé des fois et là on voit en vrai, donc c'est un peu bizarre et enfin on pensait pas que c'était comme ça. Au Sénat on y va une fois dans la vie pratiquement, puis quand on est jeune c'est rare d'y aller. Ce conseil municipal jeune est venu en apprendre plus sur le fonctionnement des institutions. Eux qui sont déjà habitués à prendre des décisions. Élus pour 2 ans, ils ont déjà mené des initiatives autour du sport, des jeux ou du développement de pompes à vélo dans leur commune. Ils mènent les projets du début jusqu'à la fin et donc ici ils ont ce qui se passe dans la vraie vie, avec les adultes qui travaillent aussi. Dans l'hémicycle, il y a des fauteuils en fonction de la taille du sénateur. Donc... Entre 2 anecdotes, la sénatrice vendéenne Annick Billon explique son travail, partagé entre les rencontres sur le terrain, les débats en commission et le vote dans l'hémicycle. Le Sénat a une image qui est pas ce qu'elle devrait être en réalité. Au Sénat, on travaille énormément. On a un rôle très important de contrôle du gouvernement, de contrôle de toutes les lois et le travail actuellement, je pense, du Sénat n'est pas reconnu. Donc c'est important que les jeunes générations aient conscience de toute cette histoire aussi, de l'histoire de France, mais aussi du travail que nous faisons au quotidien. Ce qu'on leur demande de comprendre, c'est le poids de l'histoire et de nos institutions. Donc le Sénat est une institution très forte et ce bâtiment est un des plus beaux bâtiments de la République. Donc ce n'est pas anecdotique, on les sent très captifs. Et puis de comprendre un petit peu comment ça se passe grosso modo dans l'hémicycle. Une visite du Sénat qui aura peut-être suscité des vocations. Il faudra encore patienter. L'âge minimum pour être sénateur, c'est 24 ans. On ouvre une page sport avec le point sur cette dernière étape de la course cycliste Start Pays de Loire. Depuis le début de la semaine, nous suivons le classement et surtout l'évolution de cette course à laquelle ont participé les coureurs de l'équipe Direct Énergie. Ce vendredi, Brian Coquard est arrivé en 5e position sur l'étape entre Le Mans, l'Abbaye de l'Épau et Arnage. En tout, 172 km à parcourir. Enfin, pour le classement général, c'est Marc Fournier qui remporte ce circuit de la Sarthe Pays de Loire. Le premier Direct Énergie est Thomas Voeckler à la 4e place. Après le vélo, place à un autre sport favori des Vendéens, la voile. Mercredi, nous faisions le point sur le prochain Vendée Globe à 7 mois jour pour jour du départ. Du côté des skippers, on se prépare et certains dévoilent leur bateau. C'est le cas de Jérémy Bayou qui le mettait à l'eau justement ce jeudi à Port-la-Forêt. Après plusieurs mois passés dans le hangar du chantier hivernal, un premier bain revigorant pour le navigateur et son IMOCA 60 aux couleurs de Maître Coq. On en vient à l'agenda sport du week-end. La finale du championnat de Vendée de Palais-sur-Fonte se tiendra ce samedi à Saint-Michel-Mont-Mercure. Du golf également ce week-end avec la Coupe de France Dames qui se tient depuis jeudi à Saint-Jean-de-Mont. La fin de la compétition est prévue ce dimanche. On en vient au judo avec les demi-finales du championnat de France junior et le 13e Open de Vendée. Un événement organisé au Vendespace de Mouilleron-le-Captif et qui rassemblera de nombreux passionnés de cet art martial. Enfin, il y aura également le 18e duathlon international à Saint-Jean-de-Mont. Le départ est fixé ce dimanche à partir de 13h30 pour les curieux qui souhaiteraient voir les sportifs en action. On referme cette page sport pour passer à une toute autre compétition, celle de Miss Prestige Vendée 2016, qui, parmi les 8 candidates, va succéder à Caroline Préau, élue en avril dernier. La réponse, ce samedi, après une soirée de défilé en robe et en maillot de bain pour les potentielles reines de beauté. Si un jury est chargé de trancher, le public aura aussi son mot à dire pour élire sa future représentante à l'élection de Miss Prestige Pays de Loire. Rendez-vous donc à la salle des OPS de Fontenay-le-Comte à partir de 20h30.
Cela fait plusieurs semaines que nous suivons l'histoire de cette famille vendéenne. Fabien est ce jeune père de famille des Rives de Lyon atteint d'une leucémie qui, avec ses proches, a lancé en début d'année un appel aux dons pour financer un voyage curatif aux États-Unis. Depuis, de nombreuses opérations fleurissent un peu partout dans le département. Dernièrement, l'association Tous avec Fabien a reçu un chèque de 55 000 € par les acteurs de la grande distribution. Un élan de générosité hors norme qui fédère et donne toujours plus de force à Fabien et à sa famille. Alix Lanos. Ils étaient loin d'imaginer l'élan de solidarité qui allait se créer autour de Fabien. Aujourd'hui, c'est une course à pied, mais en 2 mois, ce sont des dizaines de manifestations et plus de 400 000 € qui ont été récoltés pour aider le jeune père de famille à financer un éventuel départ aux États-Unis, faute de traitement efficace pour soigner sa leucémie en France. C'est vrai que cet appel aux dons, on ne le maîtrise plus, mais les manifestations sont dans tous les sens, entre le football, les pièces de théâtre, les manifestations de toute œuvre, les repas, c'est énorme. Cette semaine, toutes les enseignes de la grande distribution ont même remis un chèque à l'association. Plus de 55 000 € récoltés dans des dizaines de supermarchés sur l'ensemble du département, du jamais vu dans un milieu aussi concurrentiel. C'était la première fois qu'on arrivait à mettre tout le monde autour de la table, toutes les enseignes de la grande distribution autour de la table. Voilà, c'est ça qui était assez impressionnant, que tout le monde ait accepté de jouer le jeu. Et tout ça donne évidemment beaucoup de force à Fabien ainsi qu'à toute sa famille, une famille qui a elle aussi mis sa vie entre parenthèses. Et c'est très beau, c'est très touchant, c'est à la fois pas facile non plus, je vous le dis franchement, d'être médiatisé comme ça, d'avoir sa photo dans les journaux, mais on savait qu'on n'avait pas le choix comme je vous ai dit, mais à la fois c'est très touchant, oui, ça donne l'envie à Fabien d'y arriver justement, de s'en sortir de cette maladie, oui. Course à pied, concours de belote, match de foot, c'est toute la Vendée désormais qui soutient Fabien dans son combat. Le jeune homme sera greffé le 20 avril prochain. Si tout va bien, il n'aurait donc plus besoin de partir pour les États-Unis. Les donateurs pourraient alors récupérer leur argent ou le laisser à l'association Leucémie Espoir pour aider d'autres malades et financer la recherche contre le cancer. Et sachez que pour aider cette famille, vous pouvez vous connecter sur le blog Tous avec Fabien, dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. On jette un coup d'œil tout de suite sur la météo de ce week-end. Dans l'ensemble, samedi et dimanche seront plutôt gris et nuageux avec quelques ondées attendues. Côté température, il ne fera pas bien chaud avec des valeurs comprises entre 3 et 16 degrés. Le bulletin météo arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Lundi, vous retrouverez Samuel Grasset pour une nouvelle semaine d'actualité. Bon week-end et à bientôt.